Et ben voilà. Bonjour à tous et bonjour Lucien d'être avec nous. Bonjour à tous. Voilà. Salut. Donc, il y a Bonjour déjà, Cécile, bonjour. il y a déjà des questions qui nous sont arrivées. Oui, Euh, et donc, je vous les pose. C'est le collège Marie Curie et le lycée Jean-Jacques Rousseau oui. qui se demandent. Ouais. Ah, il est parti. J'ai pris un stylo qui se demande. Ah, alors, qui se demande, en fait aussi comme moi, moi je me dis, voilà, est-ce que vous êtes réveillé un matin en vous disant, tiens, si on faisait comme ça, parce qu'on est tous embarqués dans une histoire improbable mais qui devient réelle, et en fait on s'identifie complètement à tout le monde. C'est un vrai exploit. On le Ouais. fait dans le rire, mais au départ il y a un côté, ah, si c'était comme ça. Alors les gens se demandent, mais comment vous avez eu cette idée? Et même, est-ce que c'est tiré d'une histoire vraie? Alors, bon, ben, j'y vais. Alors, en fait, j'avais fait un premier film qui s'appelait La Première Étoile, qui avait très très bien marché. Ah oui. J'ai fait deux autres films après, Dieu merci. Et après, j'en ai fait un qui s'appelait 30 degrés couleur. Et après, j'ai fait Dieu merci. Et là, j'étais un petit peu en panne d'inspiration parce que moi, vous savez, je raconte que des histoires personnelles. Et j'étais tombé sur un article où un couple d'Anglais, des Nigérians, enfin d'origine nigérienne, avait accouché d'un enfant blanc. Mais vraiment, hein. Et je tombe sur cet article et je me dis, waouh, il faut que je parle de ça. Parce que si vous voulez, moi j'ai des enfants métis. Et entre guillemets, j'aime bien dire que j'ai des petits bourgeois. Oui, c'est une blague. C'est parce que ce sont des enfants qui, évidemment, n'ont pas mon enfance, qui n'ont pas ma couleur de peau, euh, qui vivent les choses complètement différemment de ce que j'ai pu vivre. Donc, entre guillemets, j'ai des enfants qui ne me ressemblent pas. Et je me suis dit, mais ça, ce serait intéressant de me servir de cette naissance, enfin de ce support, c'est-à-dire imaginer une histoire où des parents noirs accouchent d'un enfant blanc. Et à ce moment-là, il y a Dominique Farrugia qui m'a contacté et qui m'a dit, écoute, j'ai un scénario qui s'appelle Black Adoption. Et on parle de... C'est une dame qui fait ça, qui avait ce scénario depuis pas mal de temps. Et ça n'aboutissait pas, c'était parce que c'était très axé sur l'adoption. Et c'était une histoire, un couple de noirs qui adoptait un bébé blanc. Alors on s'est vu, j'ai pris ce qu'il y avait, enfin ce bout de scénario, et j'ai dit à M. Farrugia, je dis bah, c'est marrant parce que moi je travaille aussi là-dessus. Donc on s'est mis d'accord que je reprenais toute l'histoire et je la mettais à mon compte. Et à partir de ce moment-là, si vous voulez, je n'ai fait que raconter mon histoire en fait. Je n'ai pas traité ce film comme un couple de noirs qui adoptait un enfant blanc, mais comme deux parents, vraiment, qui ont un enfant, qui adoptent, et on veut leur retirer cet enfant. J'ai mis ça sur ce plan-là. Et à partir de ce moment-là, eux ne le vivent pas, ils ne sont pas naïfs, mais ils ne le vivent pas comme une différence de couleur. Ils le vivent comme quelque chose, voilà, c'est pas votre enfant, vous devez l'aimer, tout va être contre vous, la société, vos parents, c'est un enfant dont vous ne connaissez pas l'origine, etc. Et il va falloir l'aimer. Et j'ai trouvé qu'on était dans une des plus belles métaphores. Comment aimer l'autre, comment aimer la différence, comment aimer les inégalités, qu'est-ce que l'autre peut nous apporter. Et donc, je me suis amusé avec ça et j'y ai mis que des choses, entre guillemets, des envies très personnelles. Voilà, c'est-à-dire que je ne voulais absolument pas rester au niveau de la colorométrie, mais parler de culture, parler d'échange, parler de ce que ça fait quand on veut nous retirer un enfant, parler de l'autre famille aussi. Voilà, donc ça s'est fait très naturellement sur des choses profondes et personnelles, des choses que j'avais envie de dire. Plus là-dessus que sur oh, c'est rigolo, des noirs qui adoptent un blanc. Non, c'est comment aimer celui qui ne vous ressemble pas. Comment aimer celui qui a une autre culture que vous. Comment aimer celui qui n'a pas les mêmes cheveux, la même peau. Comment le faire accepter dans sa famille. Donc on est vraiment dans un sujet de société et on sort de la blague. C'est exactement le principe de la première étoile. Plein de gens ont vu la première étoile comme simplement des noirs qui allaient au ski. Je m'en fous, c'est pas ça. C'était surtout un père qui n'avait pas d'argent, la première étoile, et qui devait apporter du bonheur à ses enfants. Comment on fait quand on n'a pas d'argent, que voilà, tout le monde part au ski et que nous, on doit y aller. Voilà, c'était ça aussi, c'était une histoire d'amour. Vous voyez, point de départ, le côté qui plaît au plus grand nombre, la couleur, et puis après, voilà, nous ne sommes pas que des couleurs,
qu'on soit blanc ou noir, jaune, vert, voilà, parce qu'on a le droit de donner toutes les couleurs de l'arc-en-ciel maintenant. Donc voilà, nous ne sommes pas réduits à ça. Il y a d'autres choses derrière. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, est-ce que c'était difficile de tourner avec un bébé? Oui. Le bébé, comment on le fait pleurer? Comment on le fait sourire au bon moment? Alors, Alors, on va prendre dans l'ordre. c'est une question. Tourner avec un bébé, c'est difficile. Déjà au niveau légal. Un bébé, on a le droit de le faire tourner que 3 demi-heures dans une journée. C'est-à-dire une demi-heure de travail, une demi-heure de repos et une demi-heure de tournage. Et avec ça, bah, c'est très compliqué. Et il y avait qu'un bébé? Comment? Il y avait qu'un bébé? Oui, j'avais qu'un bébé. Et j'ai eu la chance, ce sont les parents du bébé qui ont. En fait, quand j'ai fait le casting, j'aime à dire que j'ai pas fait le casting du bébé, j'ai fait le casting des parents parce que j'avais vraiment besoin que les parents soient avec moi pour cet exercice. Alors, c'est vrai que j'avais déjà tourné avec des enfants, mais jamais avec un bébé. Et en fait, les parents nous ont accompagnés, ils ont été exceptionnels. En plus, les parents étaient comédiens, donc ils étaient heureux d'être sur le plateau. Parce qu'il y a des parents qui ne sont pas comédiens, alors ils vous déposent le bébé, et puis ils se barrent, et puis ils vont faire leur truc, et puis ils reviennent le passer. Donc moi, c'est pas ça du tout que je voulais. Je voulais vraiment qu'il y ait une espèce de cohésion, qu'on soit tous autour de cet enfant, et que ça soit le bébé qui donne le diapason du film, l'ambiance de la journée. Donc, comment ça s'est passé? Alors, exemple, pour qu'un bébé pleure au cinéma, eh bien, il faut lui mettre une bonne. Non, non, pas du tout. Les enfants pleurent à des moments précis. Ils pleurent quand? Quand ils ont faim, principalement. Quand la couche n'est pas propre. Alors nous, on a joué simplement sur la fin. C'est-à-dire que quand il était, je sais pas, vers 11h, 11h30, on savait que c'est la maman savait que le petit allait réclamer son déjeuner. Alors à partir de ce moment-là, on se mettait tous en branle, les caméras autour, Oh là et là. pour la grande scène d'émotion où il est triste de ne plus voir ses parents, en fait, il avait simplement faim. Donc on filme à ce moment-là. Et puis, alors quand il doit dormir, pareil, on le filme au moment de sa sieste. Donc il y a toute une organisation, et je remercie encore toute l'équipe, et notamment la première assistante qui a organisé les choses autour des joies et des peines de cet enfant. Donc voilà, nous nous sommes mis au diapason des humeurs du bébé pour pouvoir tourner, tout simplement. Alors, le lycée Jean-Jacques Rousseau doit être très content de votre réponse, mais on a une autre question, c'est qu'est-ce qu'il est devenu, ce Benjamin, aujourd'hui? Alors, c'est Ah, notre... Marius, ben, c'est un petit garçon. Alors, il Il faut a... savoir que si vous voulez avoir un petit peu la suite de l'histoire, vous pouvez toujours le faire en cherchant, parce que j'ai fait une série, après la France 2 m'a demandé de faire une série. Ouais. Donc, il a déjà tes yeux, la série. Moi, ce n'était pas une envie personnelle, mais on m'a demandé. Donc là, j'ai vraiment pu développer encore plus des choses, des personnages. Et vous allez voir, à la fin du film, on fait un sublime clin d'œil. Il faut voir ça, parce qu'en fait, la série, je suis salaud, hein, j'ai imaginé que le petit voulait rentrer chez lui. Enfin, voulait retrouver ses vrais parents, parce qu'il est chez lui. Pardon, il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Il voulait retrouver, pas ses vrais parents, ses géniteurs, les gens qui l'ont mis au monde. Voilà, parce que la notion, qui sont nos parents? Il y a les géniteurs, il y a les parents, enfin, voilà. Donc, j'ai imaginé ça, et du coup, à la fin du film, on voit le vrai Marius qui a 3-4 ans maintenant, qui est super, qui a un môme plein d'énergie, enfin il a 5 ans plutôt, et il a plein d'énergie. Il se souvient même plus, c'est normal, il était bébé, mais quel acteur, parce que je peux vous dire, c'était magnifique, parce que si j'avais pas eu Marius et ses parents, on n'aurait jamais pu tourner ce film, parce que effectivement, on aurait été dans la complexité d'avoir deux bébés. Parce qu'on avait tout prévu avant. On avait prévu aussi des. Vous savez, en Angleterre, ils font des bébés en mannequin, des bébés qui bougent comme des espèces de grosses poupées automatisées. Et heureusement, grâce au talent de Marius et de ses parents, eh bien, nous, on n'a pas eu besoin de tout ça. Donc, Marius va bien. Il a grandi. Et puis, j'espère qu'un jour, s'il devient comédien, eh bien, on pourra continuer la belle aventure qu'on a commencée. Voilà, les enfants. Armel du lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles vous demande comment vous avez réussi à gérer. Alors, il y a le bébé, mais il y a en plus comédien, réalisateur. Donc là, c'est carrément. Ouais, ouais, bah c'est Armel son prénom, j'ai oublié. Ouais, Armel. Mais vous le Armel, faites tout le temps, ça. Vous l'avez fait dans La Première Étoile. ouais, mais j'avoue que c'est un exercice qui est très difficile. Là, vous voyez, j'ai décidé, après la série, j'ai décidé de ne plus faire ça. C'est-à-dire que de jouer, de réaliser, alors ça se fait pas en même temps. On joue, après on retourne au combo. Le combo, c'est un petit écran de contrôle.
où on peut revoir nos scènes. Et j'avoue que je suis arrivé au bout de l'exercice parce que il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup de préparation. Et si vous voulez, c'est très difficile de faire deux choses. Alors, j'ai réussi plus ou moins, mais au bout des aventures, j'ai toujours une espèce de frustration parce que finalement, je n'ai pas été complètement acteur, je n'ai pas été complètement réalisateur à 100%. Le plaisir n'est pas le même, vous voyez. Donc je suis toujours très heureux du résultat. Vous avez été complètement, mais c'est vous. Vous avez Mais été. le temps de l'aventure, c'est parce que vous savez, quand vous êtes que comédien, votre journée se termine, mettons, à 18h, vous rentrez chez vous, vous êtes tranquille. Mais quand vous êtes et comédien réalisateur, quand vous rentrez chez vous, vous avez toute la journée du lendemain à préparer en tant que réalisateur. Vous avez tout votre texte si vous ne l'avez pas appris en amont. Mais ça va, moi, comme je l'ai écrit, je le connais un petit peu. Vous avez tous les comédiens qui vous appellent, parce que vous savez, les comédiens, c'est des gens, parfois, ils se posent des Ah oui, questions. grand chef d'orchestre. Voilà. Plus tous les techniciens qui vous appellent pour savoir comment, qu'est-ce qu'on va faire demain, tous les problèmes. Donc, tout ça au milieu du jeu d'acteur, qui normalement est juste un plaisir, un abandon. Finalement, on ne s'abandonne jamais vraiment, du coup, puisque imaginez, j'aime donner cet exemple. Je ne sais pas si vous avez vu ce film The Revenant avec Leonardo DiCaprio, où il court dans la neige, il est là, des scènes Ouais. extrêmes. Eh bien, quand vous êtes réalisateur, si vous écrivez ça, vous êtes là comme ça, et puis coupez l'énergie pour retourner expliquer à tout le monde ce qu'il faut faire, vous ne l'avez pas. Donc finalement, vous réduisez votre partition d'acteur, voyez, et même le réalisateur, il est toujours un peu imprégné du comédien, donc c'est très compliqué. Alors, il y a des grands anciens qui l'ont fait, Chaplin, Orson Welles, tout ça, mais bon, c'était des êtres supérieurs, et moi, je suis un peu fatigué. Ils avaient beaucoup de talent. Non, mais pour répondre à Armel, c'est vrai que c'est difficile, mais il faut pas. Il y a un moment dans la vie, quand on veut avancer, si autour de vous tout va contre vous, eh bien, c'est pas grave. Vous prenez votre bâton et puis vous y allez et puis vous foncez. C'est ça, foncer. C'est bon, bah, personne ne veut écrire pour moi, bah, je vais prendre mon stylo et puis je vais essayer. Personne veut me filmer, ah, bah, je vais me filmer moi-même. Vous voyez, quand il n'y a pas d'issue. Donc, vous savez, j'ai été élevé par une maman qui a élevé toute seule 6 enfants et c'est ça mon éducation. C'est faut se débrouiller, faut foncer, faut y aller. On a tous des rêves. Alors, il faut, comme me dit ma mère, c'est la guerre, avec son bel accent, c'est la guerre des rêves, mais c'est la guerre quand même. Ça veut dire qu'il faut aller de l'avant et pas se laisser dévorer par les obstacles. Et puis finalement, le temps passe, on réussit notre travail. Et bien maintenant, j'ai la chance de pouvoir choisir, entre guillemets, soit de jouer, soit de faire l'acteur. Mais je suis passé par un moment difficile. On passe toujours par des moments difficiles quand on veut vivre ses rêves. Voilà, Armel. Donc, courage. Vous venez de parler de votre maman, alors moi, ça me fait rebondir aussi sur les choses importantes dans le film, parce qu'on parle aussi de la double culture ou tout simplement pour n'importe quelle culture, quand on est parent, qu'est-ce qu'on transmet ou qu'est-ce qu'on doit aussi un peu abandonner par Ben, rapport. en fonction de chacun fait comme il veut, mais c'est en fonction de ses convictions, en fonction de ce qu'on veut comme monde pour demain. Si on veut un monde égoïste, eh bien, on n'a qu'à dire tout ce qu'il y a, c'est à toi et tu ne sois pas dans le partage, pense qu'à ta gueule, etc. Et si tu veux une société ou un monde meilleur, un peu plus sur l'échange et où on peut aider l'autre, parce qu'on est quand même sur un bateau perdu dans l'espace, là je fais peur aux enfants, eh bien, euh, voilà, donc j'ai pas à dire comment les gens doivent élever leurs enfants, c'est en fonction de leurs convictions. Mais moi, mes convictions, elles sont plus tournées vers l'autre, l'amour, le partage, puisque j'ai entre guillemets cette chance de naître dans ce qu'on appelle des mots que j'aime pas beaucoup, mais c'est comme ça, une minorité, bon, alors quantitative, hein, voilà, j'arrive en France, on est moins nombreux, il y a moins de petits Martiniquais comme moi. Alors, est-ce que je dois essayer d'être dans la norme on a plein d'interrogations. C'est difficile, même quand on est jeune, pour trouver sa place. Même ça peut même se passer dans une cour de récréation. Ils sont tous habillés d'une certaine façon. Ils ont tous ce genre de choses. Est-ce que je dois épouser ça? Est-ce que je dois suivre la masse? Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je transmets à mes enfants, c'est vraiment la première chose, ce serait de trouver leur passion, ce qu'ils ont vraiment envie de faire sur cette planète. Alors, je ne leur dis pas comme ça. Hein. Je leur dis d'abord, tu vas faire la vaisselle. Après, non, non. Voilà, le plus important, c'est savoir voilà ce qu'ils ont envie de faire, essayer de trouver leur talent
Et puis, dans un second temps, essayer de prendre soin de l'autre un petit peu, quoi. Voilà. C'est peace and love, amour et paix. Voilà. C'est deux axes que j'essaie d'avoir. Voilà. Même si aujourd'hui, c'est très difficile parce qu'on est dans un monde un peu compliqué, la consommation, etc. Un monde où on peut avoir beaucoup de frustration. Eh bien, essayons de passer au-delà de ces frustrations. Voilà. Alors, on a des spectateurs très, très attentifs, hein. Ouais. Ils demandent, attention, je me demande si on vous a déjà posé cette question. Est-ce qu'il y a un sens caché, mais pourquoi il y a souvent les personnages sont souvent habillés en bleu et jaune? Oh, ça... non, ça, doit être, non, alors, oui, si, si. En gros, j'ai toujours demandé à ma costumière euh, de faire des films colorés. Alors, peut-être qu'elle a repéré ce bleu et jaune, il y a une dominante. Moi, je dirais que c'est plutôt le orange. Regardez. La dominante. Mais oui, et puis c'est des couleurs qu'on a beaucoup chez nous, le madras aux Antilles, voilà. Mais surtout, j'ai toujours dit à ma costumière, au chef décorateur, mettez de la couleur. Allons-y, on y va. Parce que c'est très intéressant. Allez à la sortie d'une école, Paris, en province, n'importe où, et regardez les gens sortir. Et moi, je suis toujours étonné, les gens sont en noir ou en bleu marine. Et je trouve ça triste. Et je vois plein de jeunes sortent de l'école, ils sont dans des couleurs sombres, tristes, gris. Je dis, mais merde, mettez un peu de couleur là-dedans, tu vois. Et il est vrai que j'aime ça. C'est une volonté. Alors après, bravo d'avoir repéré la dominante jaune et bleue. Mais il est vrai, voilà, c'est très belle remarque. Je demande à ce qu'il y ait de la couleur. La couleur, de la vie, des mélanges. Voilà, ce à quoi devrait ressembler la société. Voilà, pas rien de monochrome. On se mélange. Alors, une autre question, attention. Auriez-vous pu réaliser ce film autrement qu'en faisant une comédie? Oui, mais vous savez, alors, vous savez, moi, quand je fais mes films, je me dis pas, tiens, tu fais une comédie. C'est ça qui est terrible. Je me dis, j'essaie de faire des choses qui me ressemblent. Je raconte mes petites histoires et je les raconte à ma manière. Alors oui, ça fait des comédies, mais au départ, alors c'est vrai que c'est la force aussi des comédies. C'est toujours des sujets quand même un petit peu graves, Ah bah oui. enfin pas graves, profonds, parce que j'ai plein de gens qui m'ont dit, ouais, quand est-ce que tu vas faire des films sérieux? Et là, j'ai dit, mais attendez, vous rigolez ou quoi? Une fois, un spectateur m'avait demandé ça. Je lui ai dit, Charlie Chaplin, est-ce que c'est quelqu'un de sérieux pour vous ou pas? Parce que Charlie Chaplin a fait des comédies toute sa vie, euh, même en parlant de sujets très graves comme le dictateur, etc. Euh, c'est une, c'est une façon de travailler euh, presque le drame. Vous savez, les pots de banane, c'est ce qui fait rire le plus au cinéma. Et pourtant, ça fait mal de se prendre une peau de banane, vous voyez. Donc, il faut regarder comédie. Il y a comédie et comédie. Et moi, j'aime les comédies. C'est ce qu'on appelle normalement la comédie à l'italienne. Vous pourrez vérifier ça. C'est eux qui ont inventé ça. C'est-à-dire prendre des sujets de société très durs et essayer, entre guillemets, d'en rire. Mais c'est pas d'en rire dans la moquerie, c'est de le traiter pour que ça soit digeste. Parce que c'est moi, c'est une façon de faire passer mes messages. Et il n'y a pas une façon, il y a plein de façons, mais je crois que c'est des choses qui me ressemblent. Je suis comme ça dans la vie. J'aime bien rajouter une petite pirouette, même quand je dis quelque chose de grave, d'essayer de dédramatiser. C'est presque une philosophie, voilà. Ouais. Mais pas qu'on considère la comédie comme quelque chose, oh là là, il fait ça, c'est pas sérieux, ou quand est-ce que tu vas faire des films graves? Faut revoir mes films. Moi, j'ai beaucoup de gens, par exemple, regardez la série. Il y a beaucoup de gens qui étaient très déçus parce qu'ils m'ont dit, oh, c'est moins drôle que le film. J'ai dit, bah ouais, mais enfin, moi, j'avais pas l'impression. Et pourtant, ils m'ont dit, ah, c'est beaucoup plus touchant, etc. Oui, oui, bah peut-être. Mais voilà, c'est ma façon de travailler les choses. Voilà. Mais après, alors là, je creuse un peu. Après, si demain je décide de faire un film, un drame, est-ce que l'industrie va me donner de l'argent? Il faut en parler, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'au cinéma, ce qui fonctionne le plus, c'est la comédie. Alors vous avez plus de chances, je parle aux jeunes qui veulent faire ce métier, sachez que vous aurez toujours beaucoup plus de chances d'être financé
de réaliser votre film si vous faites une comédie que si vous faites un drame. Ça, c'est... Bon, alors moi, je ne fonctionne pas comme ça, hein, mais il faut le savoir, c'est important. Donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de comédies aussi. Et puis, les gens, ils ont envie de se distraire. Alors, il faut être malin. Si on peut les distraire en leur enseignant deux, trois choses, eh bien, c'est formidable. Comme vos profs. Oui, enfin, vous faites une vraie leçon de modestie, là. Merci, mais en vérité, c'est très dur de faire une comédie, vous le savez Ah oui, très bien. je n'ai C'est pas dit très, que c'était très difficile. facile. Ah oui, Et je n'ai en pas dit plus, que c'était facile. sans, sans faire, sans blesser, parce qu'il ne suffit pas de rire. Ah oui, oui. Non, non, c'est Ça très demande difficile. un. Et Et ce qui est justement, terrible, quand vous faites une comédie, entre guillemets, moi, vous savez, quand je fais mes films, par exemple, la première fois qu'on le projette au public, aux spectateurs, parfois je suis surpris parce qu'ils rigolent à des endroits, je ne m'y attendais pas. Et j'avoue que c'est magnifique parce que, vous savez, quand vous faites un drame, si tout le monde est triste dans la salle, bon, bah, vous dites, oh, bah, si, même si les gens s'ennuient ou dorment, c'est à peu près la même ambiance dans la salle. Mais quand vous faites une comédie, vous avez le résultat tout de suite. et oui. C'est-à-dire que vous êtes dans la salle, si vous n'entendez rien, que ça rigole pas, là, vous savez que votre film, vous êtes croûté. Donc, c'est vrai que la comédie, au niveau du résultat et de l'impact sur le spectateur, c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire que là, vous pouvez pas, on ne peut pas tricher. Voilà, c'est très difficile de faire semblant de rire. Et puis quand vous entendez des rires dans une salle, il peut y avoir des rires moqueurs, il peut y avoir des rires méchants. Donc la Ah, qualité des rires que vous entendez ah ouais. Moi, je suis est content liée pour l'instant. à ce Alors, que je vais vous sortir de ma montrez. modestie. Pour l'instant, je suis content des rires que j'ai. J'ai des Voilà, rires que j'aime bien. Voilà. voilà. Il y a des rires, voilà, voilà. Il y Je a suis des content rires qui peuvent être. des rires que j'ai. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Donc en fait, c'est très difficile ce que vous avez fait et on peut le dire aux gens qui viennent de vous voir et qui ont vu le film. C'est un film qui fait rire, mais il y a des rires des fois, ce qui n'est pas du tout le cas dans le film. Il ne suffit pas de rire, il y a des fois des rires qui peuvent être extrêmement moqueurs, Ouais. méchants, plein de vilaines pensées. Ah Donc, oui, complètement. est-ce que dans l'écriture ou dans le tournage, vous avez rencontré des moments où vous avez dit, oh là là, là on n'y va pas, ça peut être dangereux, ça peut... Vous avez une anecdote là-dessus? En l'écriture ou... Une anecdote là-dessus. Non, alors, par exemple, vous voyez, moi, c'est des petites choses. Alors ah ouais, il y a des choses aussi assez démentes qui arrivent. C'est les accidents sur le plateau. Vous savez, moi, comme je suis comédien, donc quand je dirige les comédiens, je joue tout ça. Et il y a un moment dans le film où le père de mon épouse, qui est joué par Bas Dem, il baragouine quelque chose en sénégalais et il termine François Hollande. Et les gens rient. Et c'est magique parce que c'est complètement absurde. Je lui avais dit, tu sais, je lui ai dit, il faut que tu parles. Globalement, ton personnage, il parle comme souvent, il y a des étrangers quand ils arrivent en France, ils sont là depuis un petit moment, ils parlent français, ou quand ils parlent leur langue, ils vont parler leur langue, et puis au milieu, ils vont mettre des petits mots de français. Alors je lui dis, tu sais, les gars, ils parlent français, ordinateur, tout ça, blabla. Tu sais, il y a des mots de français qui s'échappent. Et je lui dis à Bass, tu fais François Hollande, toi, tu dis n'importe quoi. Mais je ne pensais pas qu'il allait dire François Hollande. Et il sort. C'est le jour où on lui présente son bébé. Et il sort et il dit François Hollande. Mais la salle, par terre. Et là, je dis, oh bah, c'est magnifique. Ça veut dire que les spectateurs avaient peut-être un compte à régler avec notre cher président de l'époque. Voilà, vous avez ce genre d'accident et c'est assez délicieux, sublime. Après, moi, je travaille beaucoup, je fais beaucoup de répétitions en amont. Je suis obligé, parce que comme je joue dans mes films, je suis obligé qu'il y ait un certain nombre de choses au minimum qui soient calées pour que quand j'arrive sur le tournage, on ne se dise pas qu'il n'y ait pas des comédiens qui me disent ouais, pourquoi je vais à droite et pourquoi mon personnage s'appelle comme ça et pourquoi c'est, parce que les comédiens n'arrêtent pas de poser des questions. C'est normal, ils doutent, hein, ça a l'air facile comme métier, mais c'est pas évident. Donc j'essaye de régler toutes ces questions en amont. Mais il reste toujours des surprises, des accidents, des choses comme ça. Et c'est vrai que eh bien, parfois, on a la comédie qui arrive lors de ces accidents. Mais il est vrai aussi qu'en amont de ça, pendant moi, je fais beaucoup de lectures avec les comédiens, j'ai besoin de ça. Et là, on trouve encore des merveilles. C'est-à-dire que même si j'ai écrit un dialogue de base, des répliques de base, je dis aux comédiens, libérez-vous de mon texte. Je ne suis pas Shakespeare, vous pouvez improviser, je suis pas, c'est pas des Alexandrins, amusez-vous. Donc je donne beaucoup de liberté aux comédiens pour trouver des choses, ce qu'on appelle l'improvisation, pour apporter des choses, que ce soit dans le rire, dans l'émotion. Mais quand on donne la liberté, c'est souvent plus dans un côté comique où là, les comédiens se lâchent un petit peu. Donc voilà, donc c'est toujours pareil, c'est du boulot, du travail en amont, tout ça. Alors,
il y a une professeure du lycée Maurice Genevoix à Montrouge qui nous Mhm. confie qu'elle a beaucoup pleuré et qu'elle n'est pas, Ah oui, c'est vrai. pas la seule. Non, non, mais il y en a d'autres. C'est terrible. Mais c'est des larmes. Enfin, pardon, je vous laisse parler, excusez-moi. Ah non, ben voilà, c'est une question. Moi, je ne la vois pas, la dame. Si elle était là, j'aimerais bien savoir ou qu'elle nous réponde. Ou peut-être. Mais enfin, moi, je sais que je pleure beaucoup sur mes films. Je ris, mais je pleure beaucoup parce que bon, moi, j'ai un petit peu un petit cœur d'artichaut, tu vois. Donc, mais parce que, vous savez, pourquoi on fait des films moi, j'ai cette chance, c'est que je ne suis jamais allé chercher dans des romans. euh, et parfois, je gueule un peu, je dis c'est injuste. Moi, toutes mes histoires, je les écris, enfin, je les coécris. Et j'adapte pas ça de super romans qui a fait des millions de lecteurs. Donc, moi, il faut que je trouve le début, le milieu, la fin, le nombre de personnages, les décors. Alors que quand vous avez un roman, alors c'est difficile hein, de faire une adaptation. J'en fais une actuellement. Mais il est vrai que quand vous savez qui a tué, qui a machin, bon, ben, vous prenez le bouquin, vous l'adaptez. Et moi, je me suis toujours retrouvé dans des situations comme ça où je devais tout créer, tout imaginer avec souvent Sébastien Mounier, qui est mon co-scénariste. Et il est vrai que ben, c'est un boulot dingue. Et moi, si vous voulez, les films me servent vraiment. Il y a un côté catharsique, psychanalytique. Je me soigne. C'est pas des conneries, hein. Ça me fait du bien. Comme il y a des gens qui écrivent des bouquins pour raconter leur histoire, ben moi, je fais des films. Puis une fois que j'ai fait le film, ça va mieux. Euh, voilà, et en cela, il est vrai que du coup, quand je vois mes films, vous voyez, quand je vois La Première Étoile, c'est une histoire vraie à 80%. C'est ma mère qui n'avait pas d'argent qui nous emmenait au ski. Moi, c'est ce que j'ai voulu raconter. Comment on fait quand on n'a pas d'argent? Comment on fait pour faire rêver nos enfants? Et je vais vous dire, quand mes frères et sœurs ont vu le film, mais ils ont pleuré. Et moi, j'étais en larmes parce que c'était notre histoire que je racontais là. Et quand tu sais que ton histoire touche des millions de Français qui arrivent, blanc, noir, vert, jaune, rouge, on s'en fout des couleurs, des gens qui, après la projection, te disent, monsieur, on a vécu la même chose que vous, on n'avait pas les moyens non plus de se payer des vacances au ski, eh ben, il y a cette part d'émotion qui, moi, m'envahit et je peux comprendre que certains spectateurs, sur des scènes, quand une famille se retrouve, quand un bébé ou des parents que tout oppose arrivent à être ensemble, eh bien, je comprends que ça puisse toucher et je suis heureux que ça puisse toucher, qu'il y ait des choses qui nous fassent rire, mais des choses qui nous touchent aussi. Et... Non, non, je suis assez content de ça. Pour donner comme référence, j'ai un cinéma que j'adore. Bon, il y a la comédie italienne, ça on sait, on a compris. Mais il y a un film, il y a 10 ans, qui s'appelait Little Miss Sunshine. J'invite tous les jeunes à voir ce film. Moi, c'est ce que j'aimerais arriver à toucher du doigt, à faire ce genre de cinéma. C'est-à-dire où on mêle, en premier, il y a la famille. J'adore les films sur la famille. Je suis issu d'une famille nombreuse. Donc la famille, et puis comment cette famille doit rester ensemble, comment on avance, comment... Voilà, des gens qui vivent des moments très difficiles. Et ce film, Little Miss Sunshine, mais quelle merveille de scénario, d'interprétation. Les jeunes qui me regardaient, regardez ce film, débrouillez-vous pour le trouver, Little Miss Sunshine. Et là, vous comprendrez qu'on peut rire, on peut pleurer dans un film, on peut, voilà, dans des situations assez extrêmes. Il y a même la mort dans Little Miss Sunshine. Et donc, on est ému et pourtant, on rit aussi beaucoup. Voilà, ça, c'est vraiment ce que j'aimerais toucher du doigt, ce genre de cinéma. Ouais, vous l'avez quand même touché pas mal avec Il a déjà tes yeux parce que la Ouais, professeure, elle répond, attention, elle répond exactement ce que vous venez de dire. Si elle a pleuré, c'est parce qu'elle est maman ah, et que ses élèves, parce qu'ils ont trouvé ça émouvant. Alors, ils ont ri aussi, mais ils ont tous été émus. Donc, vous voyez, vous avez réussi. Et alors, en même temps, tout le monde se demande si ce film, vous pensez qu'il a fait évoluer les mentalités? écoutez, il y avait un grand leader, mais je ne suis pas là-dedans, mais quand même, je le dis, il y avait un grand leader qui s'appelait Malcolm X, grand leader noir américain, qui disait By any means necessary. Et il y a sûrement d'autres femmes qui ont combattu pour que les femmes trouvent leur juste place dans cette société, qui ont dû se dire aussi tous les moyens sont nécessaires. Et j'ajouterais à ça, même si on en sauve un, même si on peut faire réfléchir 10 personnes,
ah bah, c'est déjà pas mal parce que 10 qui vont parler à deux autres, 10 et puis voilà, il va y avoir un effet l'effet papillon, voilà. Donc, j'ai pas changé le monde, mais vous savez, c'est toujours pareil, c'est le colibri. Vous connaissez cette histoire, les ados qui me regardent, le colibri, vous savez, la forêt est en feu, tous les animaux fuient, les éléphants, tout le monde fuit, la savane brûle. Puis il y a un colibri qui, qui, qui fuit, puis hop, dès qu'il voit une petite fleur au loin, il va prendre une goutte d'eau dans la fleur, et il retourne dans la forêt, relâche sa goutte et continue. Et à un moment, il y a le lion qui lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas que tout brûle, c'est foutu. Et le colibri lui dit, je fais ma part. Voilà, donc je fais ma part, et si on fait tous notre part, on devrait normalement commencer à changer un petit peu les choses. Mais moi, je suis quelqu'un plutôt d'optimiste. J'ai peut-être perdu certaines illusions, mais j'y crois toujours. J'ai grandi dans l'espoir. Quand on est venu en France avec ma mère, on vivait dans allez, 15 mètres carrés à 7, mais comme je dis toujours, c'était 15 mètres carrés de bonheur, de chaleur et surtout d'espoir. Toujours avoir l'espoir. Et moi, j'ai bon espoir quand je vois. Amusez-vous à regarder de temps en temps les jeunes. Euh, tout ce qui a été légiféré pour le droit des femmes, c'est vachement intéressant. Vous allez découvrir qu'il y a encore, et parce que je parle souvent des femmes, de la place des femmes dans mes films, les gens oublient, ils pensent que je parle que des noirs, c'est pas ça. Et bien vous allez voir qu'on a donné le droit de vote à vos grands-mères il y a à peine 70 ans, je ne sais plus, c'était en 46, 47. Et la notion de chef de famille, vous vous rendez compte, les femmes ne pouvaient pas être chef de famille. Il y avait ça, c'était la règle. C'était si le père décédait au truc, c'était le grand frère qui devait dire à sa sœur ce qu'elle devait faire, étudier, se marier, limite. Vous voyez. Donc on avance à tous les niveaux. Il y a encore des pays où ça se passe comme ça. Mais évidemment, donc il faut continuer à travailler pour s'émanciper de choses qui vous astreignent. Si vous vous sentez heureux comme ça, tant mieux. Moi, je connais des femmes qui disent oh ben non, moi, je préfère que mon mari fasse tout, que moi, je m'occupe des enfants. Voilà, c'est lui qui décide, il est plus fort. Très bien, si tu es heureuse et épanouie. Mais il faut penser à ceux qui ne sont pas heureux dans cette situation d'injustice, d'inégalité. Donc, pour tout cela, il faut continuer à travailler, faire des films, poser des questions, s'intéresser. D'où la culture, très important la culture. OK. Voilà. Les jeunes de l'école Courtrajmé, qui sont donc des futurs Ah, éducateurs, quelle euh, initiative, quelle belle initiative. J'aurais voulu avoir ça quand j'étais jeune. Moi, il n'y avait rien. Rien, 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 rien. Il a fallu. Mais bon, on y est arrivé quand même. alors ils vous demandent s'il y a un acteur qui vous a influencé, inspiré pour devenir acteur. Ah, à chaque fois, je me dis, il faut que je me prépare à cette question. Alors, il y en a tellement. Il y en a tellement, mais. Quel Ouais, ah oui, ça y est. S'il y a un acteur que j'adore, enfin, il y en a. Oui, allez, je vais en donner un. C'est que vous êtes à l'époque, que vous Vittorio Gassman. Moi, Vittorio Gassman, pour moi, c'est le génie absolu. J'aime beaucoup les acteurs italiens, Mastroianni aussi. Vous voyez, c'est pas des récents. Hein. Allez, regardez ça. Anthony Quinn, c'est des vieux, mais je vous jure. Zorba le grec. Ouais, Zorba, non, mais c'est voilà. Et puis dans la Strada, c'est magnifique. Zampano, ah et c'est des mecs, enfin, il faut voir ces acteurs-là. Voilà, c'est à peu près une belle brochette. Mais vous savez, ils sont tellement bons. Alors, dans le tout récent, ceux que j'aime beaucoup, j'adore Leonardo DiCaprio. Le gars joue vraiment, il fait des choses assez exceptionnelles. Et puis en France, Il eh bien, paraît moi, il y en a un que j'adore, exceptionnel. Gérard Depardieu. Leonardo DiCaprio, quoi exceptionnel? C'est quoi? Alors, c'est là où justement, c'est dans des petites choses, il faut aller voir ce qu'il fait. Dans chaque film, il arrive à faire des choses. Vous savez, allez, on va prendre un exemple de sport. Vous savez, qu'on voyait un sportif faire une passe ou un tennisman faire une volée, un truc de dingue, vous dites waouh, waouh, comment il fait. Ben, les comédiens, il se passe des choses comme ça qui sont plus difficiles à voir, mais il suffit, c'est un regard, une émotion, une façon de se comporter, une façon de marcher, une façon de dire une phrase. Et alors vous, le public lambda s'en rend peut-être pas compte, mais nous, acteurs, on fait, mais comment il a fait ça? Comment il a dit ça? Je peux vous donner des exemples pour DiCaprio. Regardez-le. Ses monologues dans Le Loup de Wall Street.
Le gars, il t'envoie des pavés de texte complètement habités. C'est magnifique. Il faut le voir dernièrement dans What's Upon a Time Hollywood. Mais il fait des choses. Voilà, des façons de se comporter, de dire, et c'est juste sublime. Et toi, tu es là, tu te dis, mais comment il a fait ça? Parce qu'effectivement, pour le spectateur lambda, on a l'impression, oui, il dit son texte, mais non, c'est plus compliqué. Il faut que l'émotion nous arrive, etc. Et dans le genre, on a en France, on a eu le plus grand Depardieu, alors qui maintenant, bon, est un peu plus à la retraite. Mais je vous jure, Il sort dans une semaine, Lucas Belvaux. ah oui, je l'ai vu, Lucas Belvaux, je l'ai vu en Belgique. Il est exceptionnel, ce gars qui revient d'Algérie. C'est magnifique, je l'ai vu. Mais Depardieu, moi j'ai eu la chance de jouer avec lui dans ce qu'on appelle un nanar. Enfin bon, s'ils m'entendent dire ça, les mecs, dans un film de Fabien Teniente qui s'appelait Turf. Et j'étais heureux parce que j'ai quand même fait cette belle rencontre. Il y avait Alain Chabat et Depardieu. Et j'ai pu jouer avec lui. Et là, j'ai vu, waouh! Vous savez, c'est dur comme un sport. Le mec, il vous fait une passe et il va vous rendre plus fort parce que la passe, elle va être divine. Ça va vous permettre de mettre le but. Et ben voilà, vous échangez avec un acteur, la façon dont il vous envoie. Vous savez, c'est comme des interviews, des questions. C'est comme vous, les élèves, avec vos profs. Vous avez des profs qui vont vous délivrer le message. Vous allez bien le recevoir et donc bien le retranscrire. Vous aurez une bonne note à votre dissert. Puis tu as des profs, ils vont faire ça comme ça. Ils vont mal vous envoyer le message. Ils vont dire, mais il est nul ce prof, etc. Vous voyez, c'est tout ça aussi. Donc, il y a vraiment les acteurs dont je vous ai parlé, c'est qu'ils font des choses assez exceptionnelles. Et ici, j'ai un autre gars, Jérémy Régnier. Il faut que je le dise. Ah, ça y est, ils arrivent tous dans ma tête, là. Ils sont en train de courir. Jérémy Régnier, acteur franco-belge. Allez, ouais, bon, allez, belge. Mais Jérémy Régnier est un garçon, il a commencé très petit. Et c'est des garçons, quand vous les avez devant vous en tant qu'acteur, c'est sublime. Et puis chez les femmes, parce qu'on va arrêter de parler des garçons un peu, Zabou Bretman, en France, bon ben voilà, Elle est formidable dans le film. Elle a participé incroyable. au personnage. Mais vous vous rendez pas compte, c'est des bosseuses en plus. C'est pas des comédiennes qui arrivent genre ouais, je connais, enfin, t'as rien à me dire, je connais tout. Elles ont travaillé leur personnage, chaque réplique. On en parle, on discute, la coiffure, le look, pourquoi. C'est des gens qui vous font progresser, vous en tant que réalisateur et en tant que comédien. Et pareil, elle fait des choses et elle vous rend meilleur. Les scènes d'échange qu'on a, c'est parce qu'aussi, on n'est pas trop mauvais avec Aïssa, c'est qu'elle nous envoie un niveau de jeu, c'est magnifique. Voilà, en gros. Hein. Ouais, en gros, mais alors, juste quand même, quel conseil ils demandent, les jeunes de Courtrajmé, vous donneriez à des jeunes acteurs aujourd'hui? À des jeunes acteurs? Alors, il y a très longtemps, j'étais à Cannes et il y avait, comment il s'appelle Tarantino qui faisait une masterclass. Et je suis allé le voir et pareil, c'est des questions qui reviennent souvent. Oh, quel conseil, tout ça. Et donc, je vais réitérer ce conseil. Faites du théâtre. Faites du théâtre. Ça c'est très important pour le corps, pour l'expression. J'ai trop de jeunes aujourd'hui qui arrivent par comme ça, qui n'articulent pas. Alors, pour le cinéma, ça peut être très bien. Tu arrives, mais il faut de la chance. Tu arrives, tu as des gaines, bon, on t'aime bien comme ça, vas-y. Puis par chance, le réalisateur arrive à faire quelque chose de toi. Le théâtre, on ne triche pas. Il faut apprendre son texte. Il faut apprendre à embrasser un personnage. C'est tout ça que vous allez apprendre. Allez chercher un personnage. Parce que quand vous devez jouer un grand classique, vous allez jouer Horace qui revient d'une grande bataille. Le gars, il a tué 8000 mecs avec son sceptre, tout ça. Eh bien, avec votre professeur d'art dramatique, vous allez apprendre à aborder un personnage. Une intonation, une voix, se placer, articuler en fonction si vous faites quelqu'un de riche, de pauvre, milieu bourgeois, pas bourgeois, etc. Si c'est un médecin. Et le théâtre va vous permettre de travailler ça. Comment on aborde un personnage. Ça, c'est très, 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 très important. Donc, moi, première chose, je vous conseille de faire du théâtre, ok? Et après, nous sommes en 2021, vous avez cet objet qui s'appelle un smartphone. Imaginez si on avait donné ça à Charlie Chaplin. Regardez tous ces films en noir et blanc qui sont sublimes, qui nous ont émus. Eh bien, c'était juste un cadre. Attends, je vais faire comme ça. Là, c'est Monsieur Frémaux qui est très content parce que je fais l'histoire du cinéma. Le cinéma, au départ, c'est quoi? C'est un cadre. C'est du théâtre filmé, ok? Ils n'avaient même pas la couleur. Et pourtant, ils ont fait des films géniaux, magnifiques. Donc aujourd'hui, les jeunes, vous avez ça. Donc, servez-vous-en.
utilisez ça. Mettez-vous à la place de ces mecs qui ont découvert le cinéma au début, ils n'avaient rien, on ne sait même pas comment ils faisaient pour tourner leurs films. Et bien vous avez cet appareil, vous avez le monde entier aussi. Le monde entier, les jeunes qui arrivent là-dedans. Donc arrêtez de me dire, ouais, il n'y a rien, gna, gna. Non. Là-dedans, vous avez le monde entier. OK? Donc tu fais une vidéo. Si elle est bien, tu te filmes. Si tu trouves que tu es beau et que ta personne suffit, filme-toi, envoie-le dans le monde entier. Si tu as envie de filmer, de faire et refaire une scène d'un grand classique, un film que tu as aimé, pose ton téléphone, filme-le, regarde-le, montre-le à des copains, dis-leur qu'est-ce que tu en penses, c'est bien, c'est pas bien. Travailler avec les outils modernes, ok? Donc, vous voyez, c'est complémentaire. Du théâtre pour savoir comment on aborde un personnage et l'image, elle est là. Vous pouvez vous filmer. Donc, n'hésitez pas et regardez-vous, écoutez-vous. Est-ce que c'est bien, est-ce que j'étais bien? Refaites des scènes, ok? Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Hein, et puis vraiment vous servir des moyens modernes. Aujourd'hui, alors moi je suis un amoureux du cinéma, il ne faudra jamais le perdre, aller à la salle, mais vous avez un nombre d'écrans. Les jeunes, quand vous rentrez chez vous, vous avez vu tous vos écrans, le portable, la tablette, l'écran machin, l'ordinateur. On va avoir besoin d'images, ce qu'ils appellent le flux, de programmes, de sujets sur tout ça. Donc n'hésitez pas. Et puis autre chose, le cinéma, l'audiovisuel, ce sont des secteurs où tous les talents peuvent s'exprimer. Donc, si vous aimez le cinéma, ok, vous allez d'un seul coup, vous allez découvrir que vous n'êtes pas un bon comédien. Mais rien ne vous empêche de devenir un sublime décorateur, d'être un sublime éclairagiste, un sublime cadreur, et vous serez dans votre domaine. Il y avait une phrase qui disait nos plaisirs sont nos puissances. Alors, oui, moi j'aime bien le football, ça ne veut pas dire que je vais devenir un bon footballeur, mais si je travaille dans le milieu du football, j'aurai plus d'envie le matin quand je vais me lever que si je me lève pour aller ping-pong si j'aime pas le ping-pong. Je n'ai rien contre le ping-pong. Vous comprenez? Donc, voyez le cinéma, voyez tout ce secteur audiovisuel comme un ensemble et pas juste par la petite lucarne de l'acteur. Il y a un nombre de métiers. Si vous êtes couturière, vous aimez la couture, vous pouvez faire du cinéma. Vous aimez les fringues, vous pouvez faire du cinéma. Vous aimez, il y a tous les métiers. Il faut vraiment que vous l'entendiez, ça. Il y a tous les métiers. Et puis, vous allez voir, il y a des choses rigolotes. Moi, à travers ma carrière, j'ai rencontré des comédiens qui avant étaient des techniciens. Et j'ai rencontré des techniciens qui sont devenus comédiens. Parce qu'au bout d'un moment, ils ont dit, bah, moi, j'aimerais bien aller de l'autre côté, vous voyez. Donc, on ouvre les chakras et on y va. Merde, c'est le bon coin. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous apportez. Ce que vous nous apportez, on va se quitter juste avant. Il y a une petite question. Ça veut dire quoi, les bananes sont cuites? Les bananes sont cuites? Ah, bah ça c'est. Non, mais c'était. Ben, parce que c'est comme les carottes, c'est ça que ça veut dire. Ben oui, mais bon, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que les carottes sont cuites. Donc, c'est une Ah, réponse. ben, ça veut dire que c'est foutu. Ça veut dire que c'est foutu. Mais quand elles sont cuites, ça veut dire qu'on peut surtout les manger. Voilà. Donc, elles sont. C'est pas la fin du monde. OK? Voilà, bravo. La question, c'est là, je ne l'avais pas fait venir. Bravo, Brigitte, merci beaucoup. Voilà. Voilà, ça va. Merci. Bon, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Ouais. Okay? Bon été et bientôt, on se retrouve en vrai dans une Avec salle grand de plaisir. cinéma avec le prochain film. Alors, c'est quoi l'adaptation? Vous pouvez nous dire un petit mot? Là, c'est l'adaptation d'un film espagnol. C'est sur les hommes qui ont passé 50 ans et, vous savez, le fameux, et qui sont en train de perdre leur place. Donc, ça va chauffer. Je suis là, je m'amuse encore. Il n'y a rien d'histoire de noir ou de blanc, machin, tout ça. C'est vraiment. Voilà, c'est un homme de 50 ans qui est en train de douter. Et je leur dis non, n'ayez pas peur. Ça va bien se passer. Parce que les pauvres, ils ne savent plus où ils habitent là. Je leur dis oh. Voilà, ça va être là-dessus. Voilà. Et ça va s'appeler Et maintenant. Voilà, parce que vous savez, on est toujours en train de parler du monde d'après, du monde d'avant, du monde de demain. Non, maintenant, là, c'est maintenant que ça se passe. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Alors, n'écoutez pas les gens, oui, demain, après-demain. Non, là, maintenant, aujourd'hui. OK? Bon. Et maintenant, maintenant, on va se dire au revoir. Ouais. Un bon été. Oui, on va essayer. Okay? Et merci beaucoup. C'est moi. Et remercie Isabelle Giordano aussi. Hein, je vous remercie tous. Elle vous embrasse. Ok, moi aussi. Bon, les jeunes, lâchez rien. Bye bye. Au revoir. Au revoir, Lucien. Merci. Voilà, ben merci à tous. Ça a été la dernière projection Zoom, je sais pas de l'année. J'espère qu'on se retrouvera tous en effet au cinéma à la rentrée. C'est vraiment notre but à Cinéma pour tous. J'espère que cette séance vous a plu,
que vous avez apprécié la générosité de Lucien Jean-Baptiste. Et donc, bon été, allez au cinéma, les salles rouvrent et on s'y retrouve à la rentrée. Au revoir.